Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro, un podcast produit par Thémavet. Bonjour, je suis Sophie Wilforn, vétote multicasquette, et je me suis fixée comme mission l'amélioration du quotidien des vétérinaires. Et moi je suis Marine Slove, vétérinaire touche-à-tout, journaliste, consultante et cofondatrice de Veto Job. Bienvenue sur le podcast qui rend la parole aux vétérinaires. Grâce à ce média, nous pouvons enfin livrer notre regard sur la profession. Un regard qui nous est propre, même s'il diffère parfois de la version idéalisée bien ancrée dans l'imaginaire collectif. Vous entendrez ici des consoeurs et confrères, praticiens ou non, se confier sur une tranche de leur existence et interroger leur quotidien de vétérinaire. Nous avons voulu ici nous raconter tels que nous sommes, parler de notre rapport au métier bien sûr, mais aussi et avant tout de notre rapport à la vie. Ici pas de tabou, pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute. Avertissement. Cet épisode aborde les questions de la dépression et du suicide. Veillez à l'écouter dans de bonnes dispositions. À Jon, et à toutes nos consoeurs et confrères touchés directement ou indirectement par la dépression et le suicide. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis heureuse, un peu nerveuse aussi, d'accueillir Delphine à mon micro. Bonjour Delphine. Bonjour Marine. Delphine, tu es sortie de Lyon en 2009. Après l'école, tu entres dans la vie active en tant que vétérinaire canin. Tu travailles tour à tour dans plusieurs cliniques et parmi ces premières expériences, il y en a certaines qui ne se passent pas très bien et qui contribuent à te fragiliser. Finalement, en 2015, tu décides de co-créer avec une amie de promo en Isère et tu deviens donc associée. Mais en 2019, tu fais un burn-out et tu plonges petit à petit dans une dépression sévère qui te mènera à un acte désespéré. Tu seras sauvé in extremis grâce à l'intervention de ton compagnon de l'époque. Tu resteras 2 jours dans le coma, puis s'ensuivra un long chemin vers la guérison, puis un retour progressif au travail. Cet événement aura beaucoup de répercussions dans ta vie. D'abord, il te conduira à vendre les parts de ta clinique. Tu reprendras le travail en tant que vétérinaire salarié. Ensuite, il t'apprendra à démêler ce que ton passé avait noué. Et enfin, il sera le catalyseur de ton engagement sur ces sujets. Delphine, tu es une survivante et tu en parles assez aisément. Tu as à cœur de lutter contre l'invisibilisation des sujets liés à la santé mentale pour éviter les retards de prise en charge ou les mauvaises prises en charge qui peuvent conduire à des suicides comme tu l'as malheureusement expérimenté. C'est cette volonté d'en parler pour que ça serve aux autres, à ceux d'entre nous qui souffrent, qui fait que tu es là aujourd'hui et pour ça, je te remercie beaucoup. Parce que malheureusement, on a tous une consoeur ou un confrère de notre entourage qui a mis fin à ses jours et ça, c'est douloureux et inadmissible. J'ai moi-même perdu un ami, un ancien patron aussi d'ailleurs, donc ce sujet me tient énormément à cœur. Est-ce que tu es prête ? Oui, je suis prête. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir vétérinaire ? Alors, comme je pense beaucoup de consoeurs confrères, c'était un petit peu le rêve d'enfance où mes parents m'ont souvent dit que c'était quelque chose que je disais depuis que j'avais à peu près 5 ans, parce que j'aimais les animaux comme beaucoup, sans forcément savoir ce que ça voulait dire être vétérinaire. Mais voilà, au départ, c'était ça. Et puis après, j'ai fait des stages. Donc en 3e, on avait le stage je sais plus si c'était une semaine ou quelques jours, donc que j'avais fait chez notre vétérinaire. Et puis après, c'est aussi l'envie d'évoluer dans un milieu médical où ça me plaisait pas mal, cette idée de faire du diagnostic. Donc petit à petit, ça s'est confirmé. Enfin, j'ai aimé le métier pour d'autres raisons, mais au départ, c'était ça. C'était un petit peu l'idéal qu'on a tous du vétérinaire qui s'occupe des animaux. Comment se passe ton entrée à l'école et globalement tes études ? Alors, l'entrée à l'école, comme pour beaucoup, ça a été hyper dur les 2 années de prépa. Donc, je fais partie de la promo la dernière promo qui a fait la prépa veto en 1 an, et puis on pouvait redoubler. Ça a été hyper. On va dire que la première année a été hyper douloureuse parce que je passais du lycée où j'étais bonne élève, où j'avais de très bons résultats, où je travaillais. Enfin, je suis quand même quelqu'un d'assez travailleur de base, donc je travaillais quand même pour avoir des bons résultats, mais j'avais pas l'impression de fournir un effort non plus énorme. Du coup, de se retrouver en prépa où on est un peu cassé par les profs, où certains sont pas du tout bienveillants, on sent qu'ils sont pas là pour nous inculquer, nous apprendre des choses, mais pour nous casser en fait. Enfin, c'est vraiment, ça se ressent vraiment.
ils sont volontairement méprisants. Enfin, tout cet univers-là, j'étais pas préparée à ça en fait. Et t'as fait ta prépa où? C'était au lycée du Parc. D'accord, à donc Lyon. plutôt très élitiste, un lycée très élitiste. Ouais, après, voilà, pour moi, je suis lyonnaise, du coup, je suis née à Lyon, donc pour moi, c'était aussi le plus logique. Et puis, et c'est vrai que j'avais l'avantage par rapport à d'autres copromos de pouvoir vivre chez mes parents. Donc ça, c'était quand même un gros soutien. Alors, les gens me plaignaient parce qu'ils me disaient, ah, mais tu fais de la route, parce que j'avais pratiquement 1 heure de transport pour aller au lycée du Parc. Mais j'étais heureuse de rentrer chez moi pour sortir de cet univers en fait où je trouvais que même en dehors des temps vraiment scolaires, il n'y avait pas une ambiance très saine où c'était beaucoup compétition. Ouais, enfin vraiment, ça a été 2 années hyper difficiles qui m'ont fragilisée vraiment, D'accord. où je dormais très peu. Et puis il y avait un peu cette image où en fait tu te dis que ton voisin de table, ça peut être lui ou toi, et que du coup si toi tu fais moins bien que lui, ça peut-être il te prend ta place entre guillemets. Donc Ouais, je comprends. alors j'ai noué quand même je me suis fait des amis quand même en prépa, mais avec qui il y avait pas du tout cette idée de compétition où on s'entraidait, on révisait nos cols ensemble, mais les autres justement avec qui j'étais pas liée, il y avait, je trouvais, cet esprit un peu de compétition, ou même quand on partageait un peu nos ressentis sur est-ce qu'on avait réussi ou pas tel concours blanc ou autre, il y a toujours ceux qui fanfaronnent un peu pour impressionner les autres. Ou à l'inverse, ceux qui manquent de confiance en eux, qui vont dire, ah bah moi j'ai révisé jusqu'à 4 heures, j'ai dormi que 3 heures. Et puis toi, du coup, si t'as dormi plus, t'as l'impression que t'as pas fait assez, que tu t'es pas assez préparé. Et du coup, la première année, je faisais ça en fait. Je dormais vraiment pas assez. Je terminais mes révisions à 2 heures du matin, je me levais à 5. Enfin, c'était n'importe quoi et j'étais épuisée. Franchement, c'était. Et la deuxième année, j'ai pas recommis cette erreur-là. Donc, je préservais quand même des nuits de sommeil correctes. Mais je passais ma vie à travailler, quoi, vraiment, comme Ouais. beaucoup d'entre nous, je pense. Hein, Oui, bien sûr. Ouais. Et finalement, l'école te paraît beaucoup plus facile à côté de ça? Ah oui. Oui. Ah oui, 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 c'était un peu. Après, c'est ce que m'avait dit. Donc, j'avais une carré qui était extraordinaire, avec qui je suis encore en lien. Et elle, enfin, c'était ouais, elle m'a adouci ma première année parce qu'elle me prêtait ses cours. Je sais que j'avais d'autres personnes dans ma classe qui avaient pas des carrés aussi aidants. Mais voilà, je me souviens d'une prof qui était vraiment, elle était affreuse. Elle faisait exprès d'effacer avec sa main quand elle écrivait au tableau. Elle faisait exprès d'aller très vite déjà, de parler un peu dans sa barbe, pour pas qu'on entende tout, Mais et d'effacer en même temps qu'elle écrivait, pour pas qu'on puisse suivre, de nous poser des questions hyper difficiles. Et heureusement que Macari était là pour me donner ses cours où elle écrivait très bien. Donc pour moi, c'était facile de rattraper tous les passages que j'avais pas pu noter tout bêtement, quoi. Ça dit quelque chose de notre sélection, Ouais. hein, quand même, Ah ce mais que tu oui, racontes. c'est terrible. En fait, on veut que tu réussisses, mais dans la douleur, faut que ce soit encore plus difficile que difficile, quoi. C'est incroyable. On ne garde que ceux qui ont survécu, quoi. Voilà, c'était carrément cette impression-là. Ouais, carrément. Et du coup, suite à ça, donc quand elle a intégré, donc je gardais un petit peu des contacts avec elle, et puis elle me disait, ah bah tu verras, en gros, une fois qu'on est à l'école, c'est un peu les vacances, dans le sens où on sait qu'on finira veto. Donc c'est vraiment la grosse bouffée de soulagement où on se dit, bon bah j'ai bossé comme une dingue pendant 2 ans, mais voilà, j'y suis, quoi. C'est un peu comme si on était déjà arrivé. Enfin, alors qu'on n'est pas encore veto, on n'a pas les compétences, mais ouais, il y a une espèce de bouffée d'oxygène, quoi. D'accord. Et Donc toi, puis, t'en gardes finalement un assez bon souvenir de tes années d'école. ouais, les années d'école. Alors, il y avait, disons que la première année, j'ai trouvé que le contenu était très décevant en termes d'intérêt. Je trouve, j'avais l'impression que j'apprenais des trucs qui me serviraient à rien, ce qui, je pense, était en partie vrai. Je me souviens de choses très théoriques où on nous apprenait des listes de races, où on apprenait les noms des poissons, enfin tout un tas de choses que tout le monde a oublié, je pense, et je trouvais que c'était pas très pédagogique. Donc c'est vrai que c'était pas bon. Après, je le vivais bien parce que je me disais au moins ça me repose des 2 années précédentes, ce qui fait que j'allais pas très souvent en cours. Enfin, comme la plupart d'entre nous,
on avait les preneurs qui nous prenaient les cours et puis du coup les après-midi on était un peu libre quoi, donc on pouvait faire un peu nos loisirs, faire ce qu'on avait envie quoi. Puis moi la première année, j'habitais pas sur le campus, j'habitais encore chez mes parents, donc ouais, ça fait que j'étais un peu en détente chez moi. Et puis la deuxième année, j'habitais à la Rez du coup, parce qu'il y avait un rythme un peu plus soutenu, donc j'en avais un petit peu marre de faire la route aussi, donc voilà. Puis ça m'a permis de m'intégrer un petit peu plus aussi aux autres quoi. D'accord. Donc l'école se termine et là tu entres dans la vie active. Comment ça se passe? Comment t'effectues tes recherches et puis comment tu trouves ce premier poste? Alors, le marché de l'emploi était pas du tout le même que maintenant. Donc c'était assez difficile et en région lyonnaise, c'était assez bouché au niveau des annonces. Il y avait des annonces, mais à chaque fois, ils voulaient des personnes avec de l'expérience, ce qui n'était pas mon cas. Et puis j'avais pas eu vraiment la chance, l'opportunité de faire les gardes. Il y avait pas mal de personnes de ma promo qui s'étaient refait filer les tuyaux pour faire des gardes un petit peu officieuses dans des cabinets, des tours de garde ou des cliniques qui étaient en banlieue pendant la dernière année. Donc, ce qui fait qu'ils avaient quand même une ligne dans le CV pour dire que j'ai travaillé en tant que vétérinaire. Moi, c'était pas mon cas. Ce qui fait que du coup, c'était vraiment dur. Enfin, j'ai essuyé pas mal de refus. Et j'ai fini par trouver mon premier poste, donc près de la résidence secondaire de mes parents, ce qui permettait que je puisse être logée. Et puis c'était quand même une zone que je connaissais. Et donc c'était un vétérinaire qui cherchait quelqu'un parce qu'il se séparait de son associé. Donc c'était un petit cabinet de campagne qui faisait de la mixte. Et donc son associé qui partait faisait principalement la canine et lui plutôt la rurale. Donc bon, c'était pas idéal pour moi parce que j'aurais bien aimé être dans un cabinet où j'ai quelqu'un qui me fasse un peu le mentorat, comme on dit maintenant, qui me forme en fait, hein, qui soit là pour m'accompagner un peu sur mon premier poste de canine. Et puis là, c'était pas franchement le cas parce que il était pas plus compétent que moi en canine, voire j'étais Ah oui. plus compétente que lui, donc c'était assez stressant. Et puis le gros problème surtout, c'est que j'ai découvert presque immédiatement que pourquoi il s'était séparé de son associé. Et en fait, il y avait des gros problèmes relationnels avec les gens en général. Et j'ai assisté dès le premier jour à des scènes de violence verbale avec. Donc, il avait deux assistantes vétérinaires, qui étaient plus de l'ordre de la secrétaire secrétaire vétérinaire, on va dire. Elles n'étaient pas supposées, elles n'avaient pas du tout de formation je crois que leur contrat c'était pas, elles n'étaient pas censées aider à la contention quoi que ce soit. C'était vraiment juste faire la réception. Et en fait, il était vraiment méprisant et je me souviens d'un événement marquant où donc il y en avait une qui voulait pousser à la démission et il avait un comportement mais vraiment intolérable devant moi où elle rentrait dans une pièce, il éteignait la lumière, il l'empêchait d'accéder au téléphone, il l'empêchait de travailler en fait pour la pousser à bout. Ah oui, c'est Elle pas lui juste posait une question. de la mésentente et un petit peu de hausse de ton, etc. C'est quand même Ah beaucoup non, c'était plus ancré, vraiment. beaucoup plus grave que ça, oui. Ah oui, c'était vraiment, c'était intentionnel. C'était pas une réaction à quelque chose, c'était permanent en fait. Oui, Et d'accord. il s'était rien passé juste avant. Il y avait pas, elle avait pas fait une erreur ou quoi que ce soit. Et en fait, le premier jour où je suis arrivée, je me souviens que je sais plus si c'est elle ou sa collègue qui m'avait dit, mais vraiment ma pauvre, t'es pas tombée au bon endroit. On te conseille de partir. Ah Donc oui. c'était horrible pour moi, mon premier jour, mon premier job veto où on me dit ça. Je me suis dit oh là là, mais quelle horreur. Où est-ce que je Et suis puis tombée, ouais. ouais, c'est ça. Et puis en plus j'étais obligée de rester dans le sens où j'avais pas trouvé d'autres jobs proches, on va dire à 1 heure à la ronde. Donc je me disais bah de toute façon tant pis, je vais serrer les dents, je vais faire. Donc c'était un petit CDD de 3 mois. Et il D'accord. m'avait fait un piège parce que du coup, donc, quand j'étais venue pour l'entretien et quand on avait fait un peu les formalités administratives, on avait convenu que c'était pour 3 mois, même sur l'annonce. Et en fait, pour finir, quand j'ai signé mon contrat, le premier jour, c'était un contrat de 6 mois. Ah oui, d'accord. Et quand j'ai lu ça, ben, j'étais un peu étonnée
Et j'ai signé quand même parce que voilà, enfin, c'était une époque où j'aurais pas osé dire mais non, c'est pas ce qui est prévu. Enfin, Bien voilà, sûr. donc j'ai rien dit. Et quand j'ai vu les premiers jours comment ça se passait, là, j'ai pris mon courage à deux mains et je lui ai mis la pression. Je lui ai dit, écoutez, moi, je suis en période d'essai. Vous m'avez fait signer un contrat qui correspond pas à ce qu'on avait convenu. Donc moi, je vous demande de faire un avenant. Je veux pas un contrat de 6 mois. Je veux un contrat que de 3 mois, quoi. Et du coup, il avait cédé. Mais c'est dur quand on fait sa première Bien expérience, qu'on est sûr. un peu naïf, de devoir se bagarrer, quoi, finalement. Mais tu sais, moi, dans une moindre mesure, je venais pour un CDI et en fait, c'était un CDD et le salaire sur ma promesse d'embauche n'était pas le salaire qui avait été convenu et en fait, ça a posé de problème à personne et j'ai fait comme toi. Je me suis dit bon, allez, c'est Ouais, mon premier boulot. Bon, je crois que ça arrive de moins en moins hein, ce genre de choses, j'espère, mais mais c'est vrai que c'était fréquent à notre époque parce qu'en fait, tout le monde considérait que la partie contractualisation c'était pas si important que ça, quoi. et puis c'était la génération où, comme la convention collective, c'était quelque chose de nouveau. Enfin, Mhm. je sais pas quand elle a été créée, mais Oui, ça en datait, gros, c'était pas vieux. voilà. En gros, ils disaient, ah bah soyez déjà contents d'avoir une convention collective. Avant, Mhm. chacun faisait comme il voulait, donc Ouais, tout à fait. et voilà. Et du coup, il a pas du tout été accompagnant. Donc j'étais seule face à mes cas. Enfin, je me souviens de cas compliqués que j'avais eu à gérer où j'étais vraiment pas bien. Et puis heureusement, il a embauché une deuxième personne pour la rurale. Et c'était un vétérinaire qui était assez expérimenté. Enfin, il avait la cinquantaine, je pense, et qui pour le coup, bah, il n'était pas très fort en canine, mais il venait m'aider en fait, juste par bienveillance. Et du coup, Ouais, ça m'a beaucoup fait du bien d'avoir un autre veto dans le cabinet qui était sympa, bah, quoi. voilà, qui soit sympa. Et puis même s'il savait pas trop, ben il venait me soutenir un peu moralement et puis me dire, ah, bah moi j'aurais fait comme ça. Enfin, donc du coup, ça c'est quand même plutôt, on va dire, ça s'est mieux fini que ça avait commencé. Et puis après ça, et ben ça a été assez compliqué parce que arrivait l'automne, donc c'était mon contrat, je crois que je l'ai commencé, ça devait être juillet, août, septembre. Et puis après, bah octobre, c'était vraiment creux. Enfin, je trouvais rien du tout. Donc j'ai fait plusieurs entretiens. Des fois, je faisais des entretiens super loin, euh, dans le Puy-de-Dôme, ou des fois, je faisais 2 heures, 3 heures de route pour rien du tout. Ou ça m'est déjà arrivé de me déplacer et qu'ils me disent ah bah on a trouvé quelqu'un déjà. Et ils me le disent une fois que je suis arrivée. Enfin, il n'y avait pas trop de respect en fait pour les candidats. C'était un peu on Oui, la prend, on balle était dans jette. leur camp, en fait, tout Voilà, simplement, ouais. voilà. Et c'était pas et ouais, même pas merci. Enfin, pas de considération pour le candidat qui a fait le déplacement. Donc c'est vrai que quand j'entends maintenant que les recruteurs se plaignent du fait que les candidats annulent pas le rendez-vous et tout, je me dis mais en fait, enfin, moi qui ai vécu de l'autre côté, voilà, on dit toujours ouais les jeunes ils ont pas de respect, mais en fait non, c'est pas une question d'âge, c'est la mentalité générale. Et Ouais, puis tout la à lutte de fait. pouvoir, hein, celui qui a le pouvoir, Ouais. il aura moins tendance à montrer du respect que c'est celui qui a besoin en fait, qui est le plus respectueux finalement. Ouais, bah, bien sûr. Et nous, on le voit sur, enfin, Veto Job avant et ma Vet Job aujourd'hui, on a beaucoup de recruteurs qui nous écrivent en disant que ils sont sidérés du manque de respect, du manque de confraternité. C'est-à-dire que quand ils proposent des choses, il y a parfois pas de réponse de l'autre côté, et qu'ils trouvent que c'est même un problème d'éducation. Hein. C'est des choses qu'on lit hein, dans les mails. Donc t'as raison. Ouais, C'est ceux qui ont la balle dans leur camp, en ouais, fait, sont beaucoup moins, disons, délicat, corrects. bien Voilà. sûr. C'est Oui. c'est pas générationnel, c'est contextuel en fait. Mm. C'est pas que dans ce domaine-là, c'est même je sais pas si on extrapole au site de rencontres où les hommes se plaignent souvent que les femmes leur répondent pas et que eux ils sont obligés de beaucoup solliciter et que ça les vexe de pas obtenir de réponse. Euh, voilà, je pense que c'est une histoire d'offre et de demande tout bêtement et Ouais, pas de complètement. Ouais. voilà. Donc c'est vrai que des fois ça m'agace un petit peu d'entendre des choses comme ça et les gens qui ont oublié comment c'était avant et voilà. Enfin, le débat jeune vieux, enfin c'est quelque chose Oui, c'est qui un me vaste dérange beaucoup. sujet. Ouais. Et du coup, tu enchaînes combien d'expériences professionnelles en tant que salarié au début? Donc j'ai eu un peu j'ai eu une petite période de chômage pendant 3 mois, du coup l'automne, le premier automne du coup en 2009. Donc
enfin, c'était un peu la déprime aussi, hein, cette période-là. Tous les jours, j'allais voir les annonces sur la semaine vet. À l'époque, il y avait la semaine vet et puis Dépêche vet. Et j'allais tous les jours et je regardais s'il y avait des nouvelles annonces et je candidatais et personne me répondait. Donc c'était vraiment, c'était pas facile ce moment-là. Puis j'avais un peu honte parce que je me disais quand même, t'es diplômée, t'as fait 7 ans d'études et puis d'être chez ses parents et puis de voir ses parents aller au boulot et puis toi t'es là à être au chômage, quoi. Enfin je m'attendais pas à ça en fait. Tu te dis, normalement quand tu fais des études, tu trouves du boulot tout de suite et voilà. Du coup, pour moi, je sentais un peu de l'injustice et puis ça m'a un peu fragilisée. Puis enfin, donc j'ai pris un deuxième job, donc c'était un CDD de 6 mois où pareil, c'était une séparation d'associés. C'était en Isère, donc c'était assez loin de chez moi, c'était 1 heure de route. Donc bon, je me suis dit bon, j'y vais. Voilà, en plus c'est un CDD long. Elle m'avait fait très bonne impression lors de l'entretien, donc il s'était passé chez elle. Et puis en fait, elle récupérait avec elle une des assistantes, la deuxième restait avec l'autre veto, et ils continuaient d'exercer dans la même ville. Et puis premier mois, donc j'avais 1 mois d'essai. Premier mois, bah c'était bien. J'avais des petites alertes dans le sens où l'assistante, donc qui la connaissait de longue date, puisque ça faisait 3 ans qu'elle travaillait avec notre patronne. Je voyais qu'elle avait des réactions qui me paraissaient bizarres ou quand elle avait fait une erreur ou oublié de faire quelque chose, je voyais qu'elle était anormalement stressée. Elle me disait, oh là là, je vais me faire pourrir. Je voyais que, ouais, elle était trop angoissée. Je me disais, bah, tu stresses pour rien. Enfin voilà, sur le coup, je comprenais pas. Et puis en fait, mon deuxième mois, dès que ma période d'essai était finie, là, elle a changé de comportement avec moi et j'ai compris pourquoi l'autre salarié était hyper stressée parce qu'en fait, c'était une harceleuse en fait, cette femme. Et elle avait 10 ans de plus que moi, mais elle était odieuse en fait à me dénigrer parce que j'étais trop longue pour mes chirurgies, parce que sur les cas compliqués, je lui demandais de l'aide. Et puis j'avais peur d'elle en fait, j'avais vraiment peur d'elle, même faire des actes, par exemple des poses de cathéter ou des prises de sang. J'arrivais pas. Donc il y avait un jour où l'assistante était de repos, je devais du coup, on devait s'entraider l'une l'autre pour les contentions. Et dès que je devais faire des choses avec elle, je ratais tout. Et puis je me souviens d'une fois où je posais un cathéter. Donc au début, elle me dit ah bah je vais te le tenir. Et puis j'y arrivais pas. Puis après, elle dit ah bah t'as qu'à le faire avec Stéphanie. Elle va t'aider. Et puis j'ai réussi du premier coup. Ce qui montre bien elle me faisait complètement perdre mes moyens. Ouais. Et j'étais vraiment terrorisée. C'était hyper compliqué. Quand parce que donc j'avais un CDD de 6 mois et puis j'étais supposée après peut-être prolonger. Et quand c'était le moment de lui dire que je ne voulais absolument pas continuer avec elle, j'ai eu la boule au ventre pendant des semaines. J'ai perdu 10 kilos pendant cette période-là. Je mangeais plus, j'avais la nausée le matin. Je me réveillais le matin, j'avais la nausée. Je faisais des horaires pas possibles, quoi. Sachant que j'avais 1 heure de route après. Des fois, je rentrais à 21h30 chez moi et je devais rattaquer le lendemain à 8h. J'étais de garde 1 semaine sur 2. Je payais un Airbnb pour me loger. C'est quand même aberrant, quoi. Quand on voit maintenant ce qui est proposé pour les salariés, voilà. Enfin, et voilà. Et je serrais les dents parce que je me disais bon bah de toute façon il faut que voilà, il faut que tu aies ta deuxième ligne sur le CV, une expérience un peu plus longue pour dire bon bah maintenant je suis autonome sur les convenances. Voilà, j'ai de la valeur en tant que vétérinaire, quoi, parce que j'avais l'impression avant tout ça que j'avais pas fait mes preuves et c'était le cas. Hein, j'étais pas autonome. Et elle m'a tellement démolie cette femme que j'ai quand même failli arrêter à ce moment-là, me dire non mais c'est pas possible. Puis en parallèle de ça, j'avais mes copromos qui me racontaient un peu comment c'était de leur côté. Puis il y en avait aussi qui avaient eu des expériences difficiles où ils étaient tombés sur des patrons alcooliques ou maltraitants aussi, quoi. Enfin voilà, j'avais l'impression que le monde vétérinaire c'était pas un monde très accueillant et que en tant que salarié, c'était difficile de trouver une bonne place et que ceux qui avaient trouvé une bonne place, ils la gardaient en fait. Et que du coup, j'allais avoir beaucoup de mal à trouver quelqu'un de correct, quoi. Donc finalement, tu enchaînes 2 expériences qui sont plutôt très délétères pour ta construction de vétérinaire et ta confiance en toi. Ah oui, oui. Ah bah quand je suis partie de ma deuxième expérience, j'avais l'impression de savoir moins de choses qu'en arrivant, d'être moins autonome.
parce que elle me disait non mais là les ovarios de chienne j'en avais fait lors de ma première expérience, bah lors de la deuxième j'en faisais plus parce qu'elle me disait que j'étais trop lente, donc elle me laissait plus les faire. Et puis même moi je me sentais plus capable en fait, j'avais tellement peur de rater, me faire houspiller. Oui, elle te renvoyait une image de quelqu'un qui est pas capable, qui est nul. Voilà, exactement. Je me souviens que une fois je devais castrer des lapins et puis c'était la première fois que je le faisais, donc voilà, j'avais beaucoup de peine et je demandais en cachette à l'assistante de réendormir parce qu'on les faisait en fixe, de réendormir le lapin parce que j'avais peur qu'elle l'entende et qu'elle dise ah mais elle a encore pas fini. Enfin, c'était ce genre-là quoi. Oui, Et j'étais en état de stress permanent. Enfin, toujours sur le qui-vive. C'était terrible. Oui, d'accord. Et du coup, comment, alors que tu es dans cet état-là de manque de confiance en toi, t'en arrives progressivement, puisque c'est en Isère que ce projet de co-création se met en place. Alors, c'était encore après. D'accord. Donc, après ça, j'ai fait un remplat d'1 mois chez un véto qui était génial. Enfin, c'est lui qui m'a redonné le goût, en fait, et la confiance. Donc, il y avait son associé qui avait fait un AVC, et du coup, c'était dans le Vaucluse. Et c'était au début de la saison, c'était début juillet. Et il cherchait désespérément quelqu'un pour faire la saison avec lui parce qu'il se disait c'est pas possible. Mon associé il est pas en état, je peux pas faire la saison tout seul. En fait, t'as fait que des remplacements d'associés au début finalement. Ouais, en fait, au début, aussi. Peut-être qu'il y avait du coup une espèce d'attente surdimensionnée aussi. Alors ouais, après c'était pas voulu. Moi je prenais oui, bien sûr, là où oui, j'ai bien compris. Ouais. on voulait bien de moi. Mais que ce soit des associations ou des associés arrêtés, voilà. En fait, tu venais quand même remplacer un associé. Donc l'attente facile, en face, bah non, c'est pas du tout facile. Ouais. Mais du coup, pour le coup, lui, il était hyper accueillant. Il m'a accueilli chez lui parce que logement, c'était pas facile. Enfin, il m'a vraiment beaucoup aidé. Et puis, le regard qu'il portait sur moi était hyper positif. Enfin, son préjugement sur moi, c'était bah oui, elle va le faire. Enfin, elle sait le faire, elle va le faire. Et du coup, c'est ça qui m'a débloqué. Ça m'a complètement débloqué et je me suis dit, bah oui, en fait, je sais le faire. Des choses que j'étais incapable 15 jours avant de faire, je les faisais les doigts dans le nez. Donc, ça m'a vraiment débloqué. Puis après ça, j'ai trouvé du boulot beaucoup plus facilement. Donc, j'ai fait 4 ans dans un cabinet. Alors, au début, c'était un remplacement congé mat. Puis après, elle m'a rappelé parce que une des salariés partait. Et là, voilà, j'étais sur la voie, on va dire. J'étais sur la bonne route. Et puis là, ça s'est pas mieux passé pour moi. Et puis, à un moment où, je me disais, j'avais fait un peu le tour de la question sur ce poste-là où je suis restée 4 ans, où j'avais l'impression que j'étais autonome et que j'étais capable que j'avais envie de faire les choses à ma façon. Et puis, je me sentais capable, en fait, d'avoir ma propre clinique. Et c'était un peu ce que je voulais depuis le début. Depuis le début, je m'étais dit... Oui, toi, tu te projetais en te disant, un jour, je m'associerai. Ah oui, moi, le projet de base, c'était, je me fais de l'expérience et dès que je suis autonome, je crée... Enfin, moi, c'était ça, dans mon imaginaire, c'était ça, je veux avoir ma clinique, quoi. C'était vraiment, depuis le début, c'était ça. Et donc ça se passe comment, ce projet de créer? Parce que c'est vraiment une création. Ouais, c'était une création. Alors, c'était hyper stressant quand même parce que fallait tout faire en cachette au début parce que j'étais salariée pendant tout le temps où j'ai monté le projet. J'étais salariée et fallait pas que j'avais le stress de me dire j'avais besoin qu'elle m'accorde une rupture conventionnelle parce que pour que ce soit viable, en fait, fallait au début, comme j'aurais pas été rentable, il fallait que je puisse compter sur les aides Pôle emploi pour la rémunération, enfin pour pouvoir vivre en fait. Et puis je l'ai découvert après, même quand tu vas voir une banque et que tu lui dis voilà je veux faire ça. Et que dans ton prévisionnel, t'as pas assez pour te payer toi, ils refusent de te prêter le reste parce que de toute façon, ils disent si vous pouvez pas vous payer un salaire décent, votre projet est pas correct et voilà, même si tu dis je veux pas me payer du tout, il faut que tu leur dises je vais vivre avec. Enfin, ils ont besoin vraiment de voir que tu as prévu comment vont se passer, comment tu vas vivre, comment tu vas payer tes charges. Donc c'était vraiment la clé. Et j'avais trop peur qu'elle refuse parce que une autre salariée avait demandé sa rupture conventionnelle peut-être 6 mois avant. Donc je me suis dit ah non, quand elle a demandé sa rupture, je me suis dit c'est pas possible, elle va me dire non à moi. Voilà, ça a été beaucoup de suspense, mais finalement ça a été bon. Et puis après j'ai bien aimé toute la période où on se pose toutes les questions de savoir comment on va s'organiser, qu'est-ce qu'on va faire comme horaire, qu'est-ce qu'on va proposer comme quand on faisait les plans aussi de la clinique pour voir comment on allait aménager. Enfin ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant
de vraiment, on se sent vraiment au centre du projet. Enfin, c'est pas comme, je trouvais ça mieux. Enfin, après, je l'ai pas fait de l'autre côté, d'arriver dans un cabinet existant et puis de s'associer avec quelqu'un où tout est déjà en place. Mais moi, ça me plaisait mieux cette idée-là de dire je crée quelque chose à mon image et j'ai pas besoin de m'adapter à ce qui existe déjà et de m'adapter peut-être aux salariés qui sont déjà en place. De me dire voilà, c'est moi qui choisis tout. J'ai trouvé ça chouette. Donc j'étais assez contente de ça. On s'entendait. Donc mon associé, on n'avait jamais travaillé ensemble, mais on n'était pas amis très proches, mais on avait quand même des valeurs communes. On avait une amie commune, et puis en fait, on se croisait. Donc ça faisait quoi? Ça faisait 7 ans que j'étais sortie de l'école, et en fait, on se recroisait régulièrement lors des réunions sponsorisées. Tu sais, les conférences pour promouvoir, par exemple, quand ils ont sorti le Vetmedine, où ils faisaient des conférences sur la maladie valvulaire, ou voilà, enfin. Et du coup, on se voyait régulièrement lors de ces journées-là. Donc, on se donnait un peu des petites nouvelles, tout ça. Et du coup, donc au départ, j'avais demandé à notre amie en commun si ça l'intéressait qu'on s'associe ensemble. Et puis elle m'a dit non, mais je sais que telle personne, oui, ça l'intéresse. Donc ça s'est fait comme ça en fait. J'avais pas forcément pensé à elle en premier. Et puis on s'est bien entendu en fait. On avait pas mal la même vision. On n'avait pas du tout le même parcours. Elle avait pas autant galéré que moi au niveau professionnel, dans le sens où elle avait eu un seul job en fait depuis l'école, ce qui est rare. Enfin, en tout cas dans tous mes autres amis vétérinaires, je pense que c'est une des seules. Oui, c'est assez rare. Et alors il lui avait proposé l'association, mais bon, c'était pas exactement, enfin, voilà, c'était pas forcément ce qu'elle, il y avait des choses qui la dérangeaient, donc ont fait qu'elle avait pas dit oui. Et puis du coup, voilà, ça s'est fait comme ça, donc on a avancé chacune ensemble. Quand on a ouvert, elle venait d'accoucher, donc le premier mois j'étais seule. Et puis du coup, bah, j'installais, enfin, je recevais les premiers clients et puis bah, je mettais un petit peu tout en place en fait, d'organiser les salles et tout ça. Et là, on est en quelle année? C'était en 2015, ouais. Et alors au début, bah, c'est vrai qu'avec les voisins, donc nos concurrents, c'était un peu tendu. Bah, ils étaient pas très contents on s'associe là. Et puis en fait, on a appris qu'ils avaient un projet de créer un cabinet secondaire. Donc c'était des groupements d'achat comme local en fait, où il y avait peut-être 5-6 cabinets où ils faisaient des réunions entre eux. Et puis ils s'étaient dit ah tiens, on ferait bien un cabinet à cet endroit-là. Et puis en fait, je pense qu'ils avaient un peu procrastiné en se disant, enfin, personne n'avait eu vraiment le truc de se dire allez, on le fait. Ça demande quand même du travail de faire ça. Et du coup, qu'on les fait, on leur a un peu coupé l'herbe sous le pied finalement. Et puis on était quand même, il y avait un des concurrents, on était vraiment très proches, on était à 1 kilomètre. Mais c'était pas dans le même département, on était entre le Rhône et l'Isère. Et voilà. Et du coup, c'est vrai que quand on a fait les visites confraternelles, voilà, c'était un accueil un peu froid. C'était pas. Il y en a un, il nous a reçus, il était en train d'opérer alors qu'on avait pris rendez-vous. Et puis pour un peu nous faire comprendre, moi je bosse quoi. Ouais. C'était. Ouais, je vois un peu le genre. Tu vois un peu, ouais, c'était. Ouais, on te reçoit parce que t'as pris rendez-vous, mais j'ai pas trop envie non plus quoi. Et puis un peu à nous essayer un peu de nous impressionner en nous disant puis vous avez quoi comme spécialité, alors que bah donc mon associée elle était en train de valider son CEAV de médecine interne, mais on n'avait pas de spécialité à proprement parler, un peu pour nous dire vous allez nous apporter quoi en fait dans le paysage vétérinaire, vous avez quoi de plus que nous quoi. C'était un peu ça, j'avais pris de haut en fait. Un peu, voilà, c'était un peu ça. Alors que c'était des créations, enfin les vétérinaires qu'on visitait, c'était des gens qui avaient créé. Celui qui nous avait fait ce coup-là, c'était quelqu'un qui avait créé 10 ans avant nous, quoi. Donc il avait été dans la même situation que nous, donc c'était assez drôle de voir un peu la manière dont on était accueillis. Après, on avait choisi cet endroit-là aussi parce qu'on en avait marre toutes les deux des gardes. Et on était dans la zone où Adam Vet se déplaçait, parce qu'il y a eu toute une période où
Domvet, ils avaient... Alors après, ils ont créé un autre service secondaire dans l'Isère, mais où ils allaient... Il y avait un périmètre, en fait, autour de Lyon, et nous, on était juste à la limite. Donc, et c'est vrai que moi, j'avais fait, en parallèle de mes jobs, j'avais une expérience dans un centre 24/24, et j'avais vraiment ma dose de garde. J'étais vraiment fatiguée de ça, en fait, d'être réveillée la nuit. Donc, j'avais plus envie. C'était aussi une des raisons qui faisait que je voulais faire mon cabinet pour aussi avoir cette possibilité-là de dire non, je veux plus faire de garde. En fait, c'était vraiment question très important pour moi. d'équilibre qui était importante pour toi. Ouais, ouais. Parce que j'avais conscience aussi qu'on allait faire des grosses amplitudes horaires quand même, mine de rien. Et du coup, je me disais, au moins, je vais me garder mes nuits, quoi. Oui, mes d'accord. week-ends. Donc ouais, c'était une chouette expérience. On s'est bien entendu. Puis comme on n'avait jamais bossé ensemble, on avait des habitudes de travail différentes. Donc chacune s'apportait des choses. Elle faisait très peu les chirurgies où elle était avant. Donc moi, je l'ai un peu remis en selle sur les ovariotiennes où elle en faisait quasiment pas. D'accord. Et puis elle m'a un petit peu formée. Elle m'a montré des choses en échographie ou voilà. Enfin, c'est vrai qu'on s'entraidait beaucoup sur nos cas. Et puis le fait de les gérer à deux, voilà, quand on avait des cas compliqués, ben on les faisait revenir le lendemain quand on était à deux, et puis on brainstormait toutes les deux sur ah puis toi tu penses quoi, tu ferais quoi. Enfin voilà, c'était vraiment une période hyper stimulante intellectuellement, donc c'était vraiment chouette. Donc J'ai vraiment aimé finalement, ça. ce que tu décris là, c'est un démarrage un peu stressant, mais Oui. finalement, tu trouves pas, c'est enthousiasmant, tu trouves ton compte, ça se passe bien. Qu'est-ce qui se passe pour que cette sérénité se dégrade et pour finalement en arriver à ce que quelques années plus tard, parce que là tu parles de 2015 et finalement ton burn-out c'est en 2019. Qu'est-ce qui se passe entre 2015 et 2019 pour que tu sois submergé par ce burn-out? Alors c'était pas serein non plus à 100%. De mon côté à moi, j'étais hyper inquiète. Si on avait des journées calmes, on avait peu de clients, moi tout de suite ça me faisait monter dans le stress, à me dire oh là là, on va pas y arriver, on va pas réaliser notre prévisionnel. Financièrement quoi. Ouais, financièrement j'étais hyper inquiète et elle pas du tout. Parce qu'en fait elle était très rationnelle et puis c'est même dans son tempérament général d'être assez relax, et je pense que c'est du coup notre binôme il marchait bien pour ça, parce que moi j'avais le côté un peu je suis stressée donc je vais faire plein de trucs pour je vais prendre les problèmes à bras le corps. Elle était un petit peu plus posée et plus raisonnable, on va dire, à dire mais non ça va aller, et du coup moi ça m'aidait beaucoup, enfin elle m'a beaucoup équilibrée sur ce côté-là. Après, moi, en parallèle de ça, je vivais des trucs vraiment pas chouettes. Donc, ça a quand même pesé dans la balance. J'étais avec un compagnon qui était harceleur, en fait. Hein. Donc, c'était vraiment la même période, puisque on s'est mis ensemble en 2013. C'est lui qui m'a incité à monter mon cabinet. D'accord. Enfin, du moins, j'avais cette envie-là. Mais c'est lui qui m'a donné l'impulsion à me dire, mais si, fais-le, tu sauras le faire. C'était l'époque où ça allait à peu près, et au tout début en fait. Et puis il a développé une jalousie vraiment maladive et vraiment destructrice, où enfin, je pense qu'il s'est retrouvé un peu pris dans son propre piège, dans le sens où il m'a encouragé dans quelque chose qui m'a apporté de l'autonomie, de l'instabilité aussi, parce que du coup, comme il était jaloux, le fait que je rencontre des nouvelles personnes par le biais des relations de travail en fait, puisque pendant toute la période où on prospectait, forcément que j'étais en contact avec des tas de nouvelles personnes, des délégués pour faire des devis, des propositions, enfin, et j'avais des rendez-vous dans tous les sens. Enfin, mon emploi du temps, il n'était pas du tout carré, quoi, comme quand t'es salarié où t'as tes temps libres qui sont bien clairs. Là, je faisais tout ça sur mon temps libre, donc j'étais un petit peu à droite à gauche tout le temps. Lui, du coup, il se sentait vraiment en insécurité, donc et puis c'était vraiment pathologique. Hein. Voilà, il a été, c'était de la surveillance, c'était des trackers, c'était, Oui. j'avais des logiciels espions sur mes ordinateurs, y compris sur mon lieu de travail, parce que du coup, il travaille dans l'informatique. D'accord. C'était lui qui m'avait installé tout le réseau informatique en fait du cabinet. Ah oui. Il avait incité à ce que j'installe tout un système
alors, c'était pas que pour ça, mais tout un système de vidéosurveillance par rapport au fait que c'était une zone où il y avait quand même pas mal de vols. Sauf que lui, il avait les codes d'accès des caméras et il les utilisait pour me surveiller en fait. Donc j'étais Ah oui, surveillée. c'est allé très très loin, Ça allait effectivement. très très loin. Donc j'avais ça à la maison, j'avais ça au travail, j'avais une surveillance constante en fait. Donc c'est ça qui m'a fait plonger. Donc le catalyseur, c'est vraiment cette partie personnelle en fait. C'est dur de trancher parce qu'il y avait d'autres choses aussi. Donc ce qui s'est passé aussi avant que je plonge, c'est qu'en fait, donc l'été 2018, mon associée s'est mariée et il se trouve qu'à la même, donc c'était l'été, donc elle avait prévu des congés et puis il y avait des choses qui étaient difficiles depuis le début. En fait, c'est que quand on était en congé, on remplaçait l'autre et ça fait qu'on se retrouvait à faire peut-être 50 heures facile, même plus, de présence et seul, donc avec la pression de tout gérer. Et on n'avait pas d'assistante en plus. Donc ça fait qu'on était au four au moulin. Et c'est là que ça commençait à bien marcher. Enfin, en 2018, on commençait à avoir vraiment beaucoup de travail. C'est à ce moment-là qu'on a décidé aussi de prendre une apprentie au GIPSA. Donc moi, je me suis retrouvée à l'été 2018 un petit peu seule parce qu'il se trouve qu'en plus, pas de bol, elle est tombée malade, elle a eu l'appendicite. Donc ça fait qu'elle a été arrêtée pour ça. Et en parallèle de ça, elle avait son mariage. Donc elle a été très peu présente sur l'été 2018. Moi, j'avais déjà accumulé beaucoup de fatigue et en plus, j'avais donc l'apprenti à former qui connaissait rien au milieu veto. Beaucoup trop de choses à gérer. Voilà. Donc ça m'a fait là c'est là que j'ai commencé à sentir le burn-out où j'arrivais pas à décrocher. Est-ce que tu peux expliquer, parce que pour les gens qui ont jamais vécu ça, comment ça se matérialise quand tu dis j'ai plongé? En fait, quels sont les symptômes? Alors c'est comme un espèce d'état d'éveil permanent où on sait plus s'arrêter non plus parce que toujours l'impression d'être en retard sur quelque chose et de se dire j'ai trop de travail, je peux pas faire un break en fait. Donc ça fait que je ramenais de la compta le dimanche parce que la journée j'avais pas le temps en fait. Et puis l'assistante, elle était super, hein. Mais le problème c'est que elle avait des questions, puis je lui avais dit non, mais si t'as des questions, tu me les poses. Donc ça fait que j'avais l'interruption. Donc dès que je commençais à faire quelque chose, elle venait me couper, et ce qui était très bien. Enfin, c'est pas elle qui a blâmé, mais c'est le fait, le sentiment d'être constamment débordé, dépassé, et d'avoir toujours trop de choses à faire, et du coup de mal dormir parce que du coup la nuit, tu penses à tout ce que t'as oublié de faire. J'avais toujours l'impression d'avoir un temps de retard en fait. D'accord. Et puis t'es noyé. Voilà, noyé. Et puis du coup, quand ton cerveau commence à griller, là par contre, tu deviens moins efficace parce que justement ton cerveau il est tellement surchargé qu'en fait tu penses à un truc et tu dis ah bah oui, donc je rentrais dans une pièce pour faire quelque chose de précis et puis là je voyais un truc que j'avais oublié de finir 1 heure avant, donc je repartais sur une autre tâche, puis je repartais sur une autre tâche et puis en fait j'étais complètement désorganisée, donc ce qui fait que j'étais plus efficace. Et du coup, au lieu de une tâche qui normalement me prenait 10 minutes, là, elle me prend 1 heure, quoi. Donc ça fait que on s'enfonce de plus en plus parce que en plus on a conscience de ça, qu'on n'est pas efficace. Donc on se dit mais je suis nulle, c'est pas possible, j'y arrive pas. Donc voilà, Il y a enfin une ça forme c'est de vraiment dévalorisation qui se met en place. terrible. Et puis beaucoup de responsabilités. Puis après on devient moins patient. Donc ça fait que le fait de devoir fournir un effort vis-à-vis des clients, par exemple, on a tous des clients des fois qui nous cassent un peu les pieds ou ça nous demande de prendre sur nous pour être aimable quand même avec eux. Et quand vous êtes dans cet état-là psychologique, en fait, le filtre il s'en va en fait. Donc ça coûte énormément d'énergie de garder le filtre de politesse, ou de pas dire, de pas envoyer balader les gens, quoi. Et je me souviens à cette période-là, les gens comme ça qui étaient un peu harceleurs à la réception, qui voulaient par exemple un médicament sur ordonnance que je voulais pas leur délivrer, et au bout d'un moment je perdais patience et j'envoyais l'apprenti. Je lui disais écoute, prends le relais parce que là en fait je vais péter enfin je sentais que j'arrivais plus à me contenir en fait, et je disais je vais péter un câble. Et c'est horrible, c'est une culpabilité en plus d'être de se dire tu te contiens pas, t'es même pas capable de te contenir en fait. C'est horrible. Et d'un point de vue psychique, dépression de l'humeur, qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là?
Bah, j'avais pas conscience en fait que À ce moment-là, t'es pas consciente que tu étais en train d'avancer vers une ligne rouge. non, pas vraiment. Je me sentais très 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 fatiguée. Ouais. À la fin de l'été, j'avais une semaine de vacances qui était prévue de longue date. Et en fait, bah comme le conjoint là dont je parlais qui était maltraitant, il était pas soutenant en plus. Il me disait ah là tu fais chier avec ta clinique de merde parce que j'en parlais tout le temps. Donc il me reprochait que ça envahissait trop notre quotidien et puis que bah, le week-end j'étais amenée à m'occuper des hospitalisés. Donc voilà, enfin en fait j'étais écrasée entre le sentiment de devoir vis-à-vis de mes clients et puis de me dire bon bah c'est cool, ça démarre, on a plein de clients, c'est trop chouette, faut continuer comme ça. Et lui qui me disait ah tu nous emmerdes avec enfin voilà tu travailles trop limite. Il me disait ça, tu fais trop ça parce que par exemple bah tout ce qui était réseaux sociaux, page Facebook, ça je le faisais toujours le soir ou week-end. Enfin en fait le boulot il a pris toute la place quoi. Ouais, Et il puis débordait comme sur ta vie privée, ah il était bah partout en fait. j'avais plus que ça en fait. Même mes amis, je les voyais plus. Enfin, alors c'était lié à plusieurs choses. C'était lié à mon ex qui m'avait isolée volontairement en fait. Et du coup, c'est vrai que je me confondais. Enfin, c'est un peu comme si je me confondais avec ma fonction. J'étais plus que vétérinaire en fait. Hmm. J'étais vraiment. C'est comme si j'étais assimilée à ça et que je n'existais plus que pour ça. Je me levais le matin pour ça. Comme si j'avais rien d'autre à apporter au monde, à la société, quoi, mon job. Donc un truc très dépréciatif, quoi. Alors, à la fois, à cette époque-là, comme ça marchait bien, j'étais quand même, j'étais passionnée par ce que je faisais, donc j'étais quand même, je peux pas T'avais un dire que sentiment j'étais, d'utilité et quand voilà, même c'est ça. te sentais Mais encore valorisée. voilà, j'étais valorisée. Mais par contre, dès qu'il y avait un échec, dès qu'il y avait quelqu'un de mécontent ou un cas qui se passait pas comme je voulais, là, ça m'enfonçait vraiment, quoi. Hmm. Et enfin, c'était des hauts et des bas, c'était montagne russe en fait, des moments un peu d'euphorie quoi, de se dire c'est chouette, on a réussi, voilà, ça marche, on fait notre prévisionnel, enfin voilà, on peut se payer, voilà, enfin j'étais quand même fière de moi d'avoir réussi à faire ça, mais à la fois ouais cette fatigue aussi hein, qui fait que on n'apprécie plus rien. Et puis et du coup, bah, ça fait que donc la semaine de vacances, je l'ai passée dans mon lit, quoi. Alors pour plein de raisons, et parce que j'étais Comme un harcelée. contre-coup, en fait. Ouais, la fatigue, le fait que j'avais pas l'énergie d'organiser un petit voyage ou un petit truc comme je faisais les autres années. Et Donc là, on est déjà dans une forme de dépression où t'as ouais, plus l'énergie de faire les choses. Ou pas. ouais, mais oui, je pense que c'est une autre forme. Je pense qu'il y a plein de formes de dépression en Oui, tout à fait. fait, oui. Hmm. Et moi, dans mon image, dans mon imaginaire, la dépression, c'est quelqu'un qui est une loque, qui fait rien, qui Ah oui. travaille pas, comme plein de gens, je pense. Ben oui, c'est exactement ce que j'allais dire. Hein. Et on pense toujours que la dépression, c'est des gens qui sortent pas de leur lit, qui ont plus la Voilà. volonté de se lever. Tout à fait. Et je l'ai eu ça. Hein. Enfin, j'ai eu des phases comme ça, mais c'était des hauts et des bas. Même pendant les 3 premières années, je pense que j'ai eu des courtes périodes comme ça où j'étais en dépression, mais où je mettais pas le mot dessus, quoi. Oui. Je me disais, oh, c'est un coup, enfin, comment dire, un coup de barre ou voilà, enfin, Oui, un coup de c'est moins un moment de bien, doute. quoi. Hmm. Voilà, c'est ça. Je minimisais beaucoup en fait. Hein. Je me disais, ça va passer. Regarde, je me disais, enfin, regarde ton associée, elle le vit très bien. Ouais. Donc c'était soutenant pour moi qu'on soit deux dans le même bateau parce que du coup je me disais, bon bah voilà, la même situation, elle la vit pas du tout de la même façon. Donc ça doit être mon filtre à moi de réalité qui déconne. C'est moi qui vois tout en noir et puis elle voit les choses normalement. Donc ça m'a aidé un peu ça m'aidait à me remonter en fait, le fait de la voir bien vivre les choses quoi. C'était mon repère, on va dire. Ouais. Est-ce qu'il y a un Et moment où tu comprends que la situation est grave? à ce moment-là, donc je comprenais pas du tout. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en fait les relations se sont tendues entre nous parce que elle, du coup, à ce moment-là précis où moi je craquais et que j'étais en surmenage complet, elle me dit, je voudrais baisser mon temps de travail. Ah oui, d'accord, oui. Voilà, là j'ai pété un câble. Par contre, là ce que je te disais là sur le filtre, le fait que le filtre de patience et Ouais, tu l'avais le fait plus. de communiquer correctement, ce qui s'était toujours bien passé, on s'était jamais engueulé, jamais, jamais. Enfin, on avait toujours
Puis elle, c'est une personne qui est assez facile à vivre. Enfin, c'est pas quelqu'un qui va s'énerver C'est quelqu'un de ou faire calme. des histoires ou voilà. Enfin, on était toutes les deux flexibles et ça se passait bien. Nos relations interpersonnelles, elles étaient bonnes. Et là, par contre, quand elle a dit ça, puis en plus j'avais mon conjoint du coup qui était à côté, qui me montait contre elle, qui me disait non mais elle se fout de ta gueule, elle profite de toi. Enfin voilà. Donc il y a eu tout un truc comme ça où du coup ça a tendu nos relations. Puis après, ça a cassé un truc en fait entre nous deux. Et du coup, la fin 2018, elle a été vraiment pas bonne. Où du coup, on a décidé. Alors, on a fait une médiation avec l'ordre pour D'accord. voir si on arrivait à une issue. Il y a eu toute une période où on se parlait par lettre recommandée. Enfin, ça a été vraiment Ah violent, oui, quoi. ça a été vraiment Ouais, violent. ça a été. Et en plus, c'était compliqué parce qu'on avait la salariée au milieu, donc c'était vraiment douloureux. La fin. Mais je me sentais pas déprimée à ce moment-là. En fait, j'avais pas du tout conscience que j'avais un problème. Hein. D'accord. Absolument pas. Hein. Ouais. Je reportais tout sur elle. Je me disais, c'est elle mon problème. J'avais pas du tout identifié. J'avais conscience que je travaillais trop et que c'était trop, et que mon conjoint c'était trop aussi. Mais Vous aviez j'avais deux une lectures de votre quotidien professionnel qui étaient en fait tellement différentes que vous Ouais. n'arriviez plus à communiquer. Ah oui, oui. Non, là, c'était rompu. Et puis du coup, c'est vrai que je prenais tout mal. Enfin, même si elle me disait un truc normal, j'allais l'interpréter dans le mauvais sens. On n'arrivait plus du tout à se parler. Enfin, on se parlait plus. Hein. Enfin, c'était. Du coup, on s'était partagé les jours pour plus se croiser. Enfin, c'était horrible. Franchement, cette fin d'année a été terrible. Et puis du coup, moi, j'étais quand même optimiste. Je me disais non, mais je vais très bien me débrouiller sans elle. Quand elle sera plus là, ça ira mieux. J'étais vraiment persuadée de ça, quoi. Et du coup, donc en 2019, et puis je faisais plein de trucs en plus, on va dire, j'allais dire extrascolaire, mais des trucs. J'étais volontaire en plus. Je me souviens, j'avais organisé une formation. J'avais fait venir une formatrice en comportement. Et j'avais organisé pour des vétérinaires de ma région, en fait. Donc, c'est moi qui avais fait toute l'interface avec cette formatrice pour trouver la date. Enfin, je me rajoutais du job en plus, quoi. C'était incroyable, en fait. Comme si j'avais pas conscience que c'était déjà trop. Ben non, j'en rajoutais une couche, quoi. C'était dans un tourbillon incessant, en fait. Une espèce d'hyperactivité. Ouais. Et alors, à ce moment-là, donc, elle voyait ça. Et elle m'avait dit quelque chose qui m'a longtemps hanté, où elle m'a dit mais là t'es en train de faire comment elle m'a dit ça, en gros elle a sous-entendu que j'étais bipolaire et que j'étais dans une crise maniaque, une phase maniaque. Voilà, c'est ça. Parce que elle s'était quand même rendue compte, enfin j'avais une discussion avec elle quand elle m'a dit qu'elle voulait travailler moins. Je lui ai dit mais je sais pas si tu t'es rendu compte, parce que l'année précédente j'avais une phase dépressive où j'avais été suivie par une psychiatre, où ça m'avait aidé en fait, et j'avais pas pris de traitement ni rien, juste d'aller la voir, ça m'avait aidé. Et cette psychiatre, elle avait identifié que mon conjoint était toxique. D'accord. J'ai pas compris tout de suite ses paroles, mais voilà. Mais en tout cas, d'aller la voir, ça m'avait fait beaucoup de bien. Donc j'avais fait ça pendant 6 mois, et puis et je me rappelle que j'avais honte d'aller voir quelqu'un parce que je lui avais pas dit. Et en fait, je prenais mes rendez-vous en dehors de mes horaires de travail parce que je voulais absolument pas lui dire que j'allais voir une psychiatre. Tellement c'est un drame, hein, j'avais honte. J'avais honte, quoi. C'est vrai que c'est dramatique. Je dis à personne. C'est la stigmatisation vraiment de la psychiatrie. En fait, les gens ont honte, et c'est quelque chose dont on ne peut pas parler. C'est un grand tabou, quoi. Non, t'as l'impression que les gens vont te dire elle a un problème, alors que, enfin, des problèmes on en a tous. Bien sûr. Et c'est terrible de se dire c'est facile de dire je vais chez le dermato, mais dire je vais chez un psy, c'est alors peut-être un peu moins. Enfin, peut-être je suis biaisée parce que maintenant moi j'en parle facilement et du coup j'ai pas l'impression que c'est aussi compliqué de nos jours que à l'époque en 2017, 18. Mais je suis probablement biaisée, hein. Je sais pas comment les gens le vivent quotidien. Je pense que c'est un peu plus démocratisé, et je pense que ça dépend. Voilà, je pense que chez les catégories socio-professionnelles supérieures, c'est moins difficile que ça n'est partout, mais ça avance. Mais c'est pas encore quelque chose de. Enfin, c'est pas quelque chose qui s'annonce comme ça à ses collègues tranquilles. Non. Quoi. Non, puis on a peur ça véhicule une espèce d'image de fragilité, qu'on est incapable. Et je me souviens que
quand on avait fait nos devis pour les prévoyances, j'avais posé la question. Enfin, c'était ma mère qui m'avait dit, ah, mais demande quand même si ça couvre le burn-out, parce que ma mère, elle lit pas mal les journaux, enfin, elle avait entendu parler de ça. Puis même moi, j'avais été sensibilisée, parce que j'avais une amie qui avait fait un burn-out en 2012, au début, où vraiment on commençait tout juste à identifier cette problématique-là. Donc moi, j'étais déjà sensibilisée. En plus, je connaissais déjà cette maladie. J'avais côtoyé de près quelqu'un qui avait eu ce problème-là, donc mais je l'ai pas vu pour moi, quoi. Et je me souviens que j'avais posé cette question au courtier d'assurance. Et puis, elle m'avait dit en rigolant, oh, bah, avant qu'on en arrive au burn-out, on se prendra des vacances, hein. Elle m'avait dit ça en rigolant. Ouais. Et puis moi, ça m'avait pas fait rire. Enfin, comme si je pressentais un peu le truc, quoi. Ouais, je vois. Et elle le prenait vraiment avec légèreté, en se disant, bah, pour que nous, on fasse un burn-out, faut quand même pas exagérer, ça nous touchera pas, quoi. Ouais, je vois. Et comme si, ouais, c'était impossible. Et puis, c'est vrai que tout ce côté-là, un peu négatif de tout ce qui est psychiatrie, ça vient quand même de mon environnement familial où c'est des choses de l'enfance, hein, où je me souviens qu'une des collègues de ma mère était en mi-temps thérapeutique, donc ça remonte, hein, c'était dans les années 90. Et puis je me souviens de conversations de mes parents où ils disaient, oh bah elle pourrait se bouger un peu, enfin c'était un peu vu comme le fait qu'elle soit en mi-temps thérapeutique, c'était un peu elle a un petit reflanc, quoi. Ouais. Je voyais que mes parents ne comprenaient pas, enfin ils avaient une image très négative de la dépression et que pour eux c'était elle s'écoute trop. C'était ça que j'entendais autour de moi et j'avais Oui, une les gens, amie ils ont qu'à se se bouger. sortir les doigts très trivialement et puis Exactement. y aller, arrêter de s'écouter et ça ira mieux, Voilà, quoi. Hein. c'est ça. Et j'avais une amie, donc comme ça me fait penser à ce que tu disais sur le fait que c'est les catégories socio-professionnelles élevées qui vont plus avoir recours au psy. Et j'avais une amie, donc sa mère était dentiste et qui allait régulièrement consulter un psy ou psychiatre, je sais pas exactement. Et je me souviens que j'avais entendu des choses un peu de la part de mes parents où ils disaient enfin, pour eux, les gens qui vont chez le psy, c'est un peu des gens qui se regardent le nombril, tu vois. C'est un peu Ouais, des bien sûr. préoccupations un peu futiles. Un peu comme, on se dit, c'est pour les gens qui n'ont pas des soucis concrets dans la vie, ils vont aller chez le psy parce qu'ils s'inventent des problèmes. Donc moi, c'était ce regard-là que j'avais sur tout ce qui était ce domaine-là, en fait. Et tu penses que ça a participé à ton déni Ah bah oui, de la c'est situation? évident, hein. Bah oui, quand on entend ça, enfin, moi, j'étais pas conditionnée à aller voir une psy, hein. Enfin, alors que je l'avais fait déjà parce que j'avais eu des périodes de boulimie et je me souviens que j'avais été voir une psy une fois sans le dire à mes parents. Enfin, même mes parents, je leur cachais en fait. C'est marrant, hein. C'est comme si c'était un truc qui se dit pas, quoi. C'est un peu c'est la honte, quoi. Et ça avait pas matché avec la psy, donc j'avais été qu'une fois, mais je me souviens que c'était vraiment une démarche compliquée. J'avais conscience que c'était ça qu'il fallait faire, mais c'était très compliqué de faire cette démarche-là, rien que de prendre un rendez-vous, quoi. Ça, c'était très, très difficile. Et à ce moment-là, en 2018, la situation va encore s'aggraver ou tu restes comme ça pendant hyper longtemps? Alors, donc, du coup, on va dire que c'est les 6 derniers mois de 2018 qui ont été vraiment terribles, où j'ai eu la période où j'étais pleine d'énergie et un peu excitée, énervée, ce qui lui a fait penser que j'étais bipolaire, En parce phase qu'avant ça, maniaque, j'étais ouais. plus en retrait. Et une fois, elle m'avait dit un truc, enfin, je lui avais dit, je suis pas contente de moi en parlant d'une chirurgie. Elle m'avait dit, mais est-ce que ça t'arrive des fois d'être contente de ce que tu as fait? Parce que je pense qu'elle avait conscience que je me dévalorisais tout le temps et que même quand ce que je faisais c'était bien, j'allais lui dire que c'était nul, quoi. Je me souviens aussi une autre anecdote. Quand j'étais en phase dépressive, je perdais mais vraiment complètement confiance en moi et du coup je me reposais beaucoup sur elle sans qu'elle s'en rende compte. Du type, j'avais besoin de prendre son avis pour des choses vraiment faciles. Donc je me souviens d'une fois où j'avais en consultation un chat qui avait le coryza, donc pas du tout quelque chose de compliqué. Et j'avais quand même éprouvé le besoin de lui demander son avis, donc je voulais lui prescrire un antibio. Et ben, est-ce que elle validait ma durée de traitement et la molécule que je voulais utiliser, quoi. Enfin, donc pour moi, c'était très angoissant les journées où je travaillais seule parce qu'on avait un roulement où il y avait 3 jours par semaine, on était toutes les deux, et un jour par semaine, on avait chacune notre jour de repos. Et je me souviens que je vivais super mal les journées où j'étais seule. Je supportais très mal la solitude parce que, en fait,
sa présence me rassurait. Je me disais, si j'ai un problème, comme si je redevenais débutante, en fait. Comme si j'avais complètement perdu mon assurance et que si elle était pas là, je savais rien faire. Et je me enfin, voilà, pour donner un exemple de ce que ça fait la dépression, c'est que quelque chose qu'on sait, enfin, factuellement, on sait qu'on sait le faire, et ben, on sait plus le faire. On se sent incapable, quoi. On se sent nul. Et du coup, on s'en veut. Et du coup, on a l'impression d'être pas légitime, de se dire, je suis là, j'ai cette posture, mais en fait, les gens, ils voient pas enfin, ils ont une image de moi, mais ils voient pas à quel point je suis nulle. Enfin, ce syndrome de l'imposteur, comme on dit, quoi. J'étais Il y a une à fond espèce de dedans. distorsion entre ce que Ouais. tu penses de toi et Ah ce oui. que les gens voient de toi, en fait. Et puis, le fait d'admirer, donc moi, j'admirais tous les gens que j'avais l'impression, enfin, dont j'avais l'image qu'ils allaient bien. Donc, bah, elle, par exemple, voilà, enfin, l'image qu'elle me renvoyait, c'est, voilà, elle a une fille, ça se passe bien avec son conjoint. Elle a réussi à construire une belle vie. Et moi, je suis nulle, dans ma clinique, à être pas légitime, à être avec un conjoint maltraitant où j'arrive pas à m'en dépêtrer. Enfin, j'arrive pas, j'avais l'impression que j'arrivais pas à faire, ce que je voulais vraiment dans la vie, quoi. Que j'étais un peu, que je me laissais porter, mais que j'avais pas la maîtrise de ma vie. Oui, parce Et que tu avais ça, c'était peut-être plus hyper douloureux. l'énergie de changer les choses, quoi. Et puis pas les moyens. Enfin, j'avais l'impression que je pouvais rien y faire, Ouais, que d'accord. j'étais impuissante en fait, Impuissante, que ouais. bah les dés étaient pipés, il y avait pas de que c'était comme ça. Enfin, une espèce de fatalité en fait, où D'accord. je voyais pas de solution. Donc j'avais des périodes comme ça, et puis des fois je sais pas pourquoi j'avais un regain parce qu'il y avait un truc qui m'a. En fait, je pense que plusieurs fois dans ma vie, mais sans que je l'ai identifié à l'époque, mais maintenant avec le recul, je m'en rends compte, j'ai eu peut-être depuis l'adolescence en fait des moments comme ça où c'était une dépression et Oui. où j'en ai guéri miraculeusement parce que ma vie s'améliorait, mais pas de mon fait en fait. La situation s'améliorait, même quand chez l'employeuse là qui était maltraitante, là les 6 mois que j'ai passés qui étaient terribles, là j'étais clairement en dépression. Ouais. Ça s'appelait de la dépression, mais je l'avais pas identifié. Et le fait après de tomber sur un patron qui m'a valorisé, ça m'a sorti de ma dépression un peu par magie et assez vite en fait. C'est ça qui est perturbant, c'est que les gens qui nous voient de l'extérieur, et puis je le cachais bien aussi. Hein. Enfin, ma famille se rendait pas compte à quel point j'allais mal. Hein. Enfin, même mon associé, hein. Quand je lui ai dit, tu sais, l'année dernière j'ai fait une dépression, elle avait rien vu alors qu'elle me voyait tous les jours. Hein. Oui, ça, je me souviens que quand on a préparé cet épisode, tu m'as expliqué, ça m'a énormément marqué, qu'en fait, tu Ouais. étais capable de mimer les choses alors qu'à Oui. l'intérieur de toi, c'était un peu le vide. Oui. Alors et ça va jusqu'à en fait en dépression, on a beaucoup de difficultés à s'intéresser aux autres, même avoir une discussion lambda, une discussion autour d'un café, c'est compliqué en fait. Ça me demandait un effort énorme parce qu'en fait, comme j'étais dans une dévalorisation, j'avais l'impression que j'avais rien à raconter. Et puis dans mes temps libres, je faisais rien. Donc en fait, en dépression, tu peux passer 2 heures à regarder le mur, quoi. Tellement t'es enfermé en toi-même. Tu penses des trucs négatifs sur toi et ça t'enferme et ça te paralyse, quoi. C'est un truc, c'est un cercle vicieux. Parce que du coup, plus tu restes chez toi, moins t'as de choses positives à regarder. Ça passait par, bah elle aimait bien cuisiner, donc elle cuisinait bien. Bah moi, en fait, chaque truc qu'elle faisait bien, je me comparais à elle et je me disais, bah toi non, t'es même pas fichu de faire ça, t'es même pas fichu de cuisiner. Alors qu'en plus c'est faux. Mais à cette période-là, j'avais pas l'énergie de cuisiner, donc enfin, il y a rien qui va en fait. Et ça va dans chaque pan de ta vie où t'as plus l'énergie d'aller faire les magasins, donc tu t'habilles comme un sac. Enfin, c'est vraiment chaque aspect de ta vie qui devient nul petit à petit. Au début, t'as un truc, et puis après, c'est comme si ça faisait une tache d'huile qui se répandait et qui bousille tout, quoi. Et à la fin, tu t'isoles parce que du coup, même quand j'avais des personnes qui m'invitaient, j'avais l'impression, ça me l'a fait plein de fois dans ma vie. J'avais l'impression qu'ils avaient pitié de moi. Je me disais, de toute façon, je suis pas digne d'intérêt. Donc, si la personne, elle m'appelle, c'est parce qu'elle a pitié, en fait, qu'elle se sent obligée d'aller vers moi. Donc, du coup, au bout d'un moment, tu réponds plus.
ou tu réponds longtemps après, ou tu refuses des invitations. Et est-ce que tu te sentais anesthésiée d'un point de vue émotionnel? J'ai eu des phases, alors ça dépendait des phases, mais j'ai eu des phases, et en plus, je me souviens d'une fois où j'avais dit à mon ex, en fait, je sais même plus si je t'aime, parce que je ressens plus rien. Je ressentais, vraiment, je me sentais vide, en fait. Un espèce de vide intérieur qui est assez terrible. Je me souviens aussi de clients, enfin, c'était des clients de très longue date que j'appréciais énormément. Et puis, pendant une période où comme ça, j'étais anesthésiée au niveau émotionnel, il y a leur chienne qui est décédée, alors que c'était vraiment une chienne que j'aimais, enfin, je les aimais beaucoup. C'était des clients, ils m'envoyaient une carte postale pendant qu'ils étaient en vacances. Enfin, on avait développé un lien qui allait au-delà de simples clients. Ils m'appelaient par mon prénom. Enfin, on avait vraiment sympathisé. Et je me souviens, donc cette chienne, j'ai dû l'euthanasier pendant cette période-là, et que, en fait, je m'en étais énormément voulu parce que je ressentais rien. Alors qu'en temps normal, limite j'aurais pleuré parce que c'était assez bizarre. Enfin, je savais que j'avais toutes les raisons d'être triste, mais j'étais vide, en fait. Et pour autant, tu donnes le change Oui, lors de oui, cette ah bah oui. consultation, quoi. Ah bah bien sûr. Même dans la joie, hein. Enfin, tu te forces à rire, Et à ce moment-là, tu sais pas que tout ça, ce sont des symptômes d'une dépression sévère, et t'es toujours pas, t'as toujours pas compris que c'est grave. Si, quand même, je m'en doutais, et je me souviens, alors je pourrais plus te dire à quelle période c'était, mais je me souviens d'une période où, maintenant je trouve ça ridicule, mais je faisais plein de tests sur Google. T'as plein de tests pour voir si t'es en dépression. Et donc j'avais tapé sur Google test dépression, et du coup, à chaque fois, oui. Enfin, quand je cochais les cases, ils me disaient oui, il faut que vous consultiez, quoi. Et j'en ai fait des tas parce que j'avais besoin de me persuader, et c'est là où j'ai fait la démarche de consulter. Donc quand j'avais consulté, je crois que c'était en 2017 ou 2018, je me souviens plus. La première fois où j'avais consulté, c'était suite à un test comme ça où je me rendais bien compte qu'il y avait un problème, hein, et que j'avais pas toujours été comme ça. J'avais conscience que j'avais des phases où ça allait et des phases où ça allait pas. Je le voyais quand même. Mais tardivement, je pense. Vraiment quand ça allait très très mal, quoi. Quand je dormais plus. Ça aussi, c'est un truc. En dépression, je dormais plus, mais il y a eu des moments où je dormais plus, mais plus du tout, hein, où je dormais 2 heures par nuit, quoi. Ouais, d'accord. Donc ça, forcément, le cerveau, il fonctionne plus après. Tu t'enfonces encore plus, et où je pouvais plus manger non plus, où tout me dégoûtait, en fait. Où si je me forçais à manger, j'allais vomir. Et à quel moment les idéations suicidaires, elles s'invitent dans ton paysage mental? Je pense que j'ai eu des phases. Alors, en parallèle de ça, quand mon conjoint était particulièrement maltraitant avec moi, il y a eu des moments, hein, où je me disais, en fait, une vie comme ça, j'en veux plus, quoi. Et puis aussi quand je me sentais inutile. Enfin, j'ai eu pas mal de fois. Alors c'était surtout les journées où j'étais pas avec mon associé. Je te disais qu'il y avait des jours où j'étais pas bien. Enfin, c'était particulièrement dur pour moi d'être seule. Et c'est ça aussi qui a fait que j'ai pas pu quitter mon conjoint, parce que j'avais l'impression que seule, j'étais encore plus fragile. Donc même s'il était maltraitant avec moi, et oui, c'était une présence qui te rassurait, quoi. Voilà. Parce que j'avais des phases, par exemple, où même faire les courses, j'arrivais pas. Où j'arrivais pas à faire une liste de courses, même faire un drive, j'y arrivais pas. J'avais besoin de son avis. Et dur, tu crois que je prends quoi? Enfin, en fait, on se sent comme un enfant, en fait. Et dans une dépendance pas possible vis-à-vis des autres. Et ma vie, elle tenait à la présence des autres. Et les idées suicidaires, je les avais particulièrement quand j'étais seule. Et je me souviens avoir appelé plusieurs fois la ligne de Veto Entraide. De Veto Entraide. Alors, il y a eu des fois où j'ai appelé ma mère, mais j'avais tellement... Je pense que je lui avais dit à l'époque que j'avais été voir une psychiatre. Enfin, elle savait, je pense, que j'étais pas bien. Enfin, ils savaient, mes parents, que j'étais très angoissée. Alors, je leur avais pas dit, ils savaient pas du tout que ça se passait mal avec mon conjoint, mais ils savaient que j'étais très angoissée par rapport à ces histoires de chiffre d'affaires. Et du coup, elle essayait de m'aider. En fait, elle m'aidait à chaque fois. Le fait, même si elle n'était pas là, enfin, physiquement, le fait qu'elle soit au téléphone, ça me raccrochait à la vie, en fait.
Je pense que Et tu lui as pas dit que tu avais non. des idées suicidaires? Non, je lui disais pas. Et ça, tu étais quand même consciente que c'était des idées. Enfin, c'est très dur à comprendre quand on en a Ouais. jamais eu. Est-ce que c'est des idées, des pensées un peu intrusives qui arrivent comme ça dans ta tête et que tu identifies clairement comme étant des idées suicidaires, ou est-ce que c'est quelque chose de beaucoup plus insidieux, que tu as l'impression que c'est une conclusion cohérente au moment où tu le penses? Enfin, est-ce que tu saurais expliquer un petit peu pour les gens qui ont jamais connu ça, à quoi ça ressemble? Alors ça pouvait arriver après des crises d'angoisse. Je faisais beaucoup de crises d'angoisse aussi. Donc quand j'appelais ma mère ou Veto Entraide, c'est parce que j'avais fait une crise d'angoisse. Donc les crises d'angoisse, pour expliquer aussi, c'est le cœur qui se met à battre très vite. Moi, j'avais des acouphènes. J'avais l'impression de tomber, en fait. Ça fait un malaise, quoi. Vraiment physique. Enfin, c'est vraiment des sensations physiques. C'est pas. C'est vraiment ton corps qui hurle la détresse, quoi. Où je pouvais, et je ressentais le besoin d'être par terre. Donc c'est horrible. Enfin, on se sent vraiment minable, quoi, quand on est roulé en boule par terre. Enfin, c'est la détresse intérieure qui s'exprime à l'extérieur, en fait. Oui, c'est une douleur Ouais. psychique très intense. Et physique aussi, hein. On Et a physique mal. aussi. En fait, on a l'impression de mourir aussi, parce que j'avais l'impression, plein de fois, hein, j'ai eu l'impression que j'allais étouffer, que mon cœur allait s'arrêter. Enfin, vraiment, c'est très violent. C'est extrêmement désagréable, extrêmement fatigant. C'est vraiment un truc. Et puis après, donc faut imaginer que j'avais très souvent des crises d'angoisse comme ça, alors soit chez moi, soit à la clinique, et que si j'avais quelqu'un qui rentrait à ce moment-là, fallait que j'enfile mon masque de Veto qui va bien, quoi. Ouais. Donc c'était un jeu d'équilibriste, quoi. C'était donc là, ces crises d'angoisse là, elles me donnaient des idées suicidaires, bien sûr. Après, c'était souvent c'était quand j'ai eu des envies, des idées noires, c'était quand même plutôt aussi chez moi. Donc, quand mes jours de repos, on va dire, où c'est le plus difficile pour moi dans les périodes de dépression, pour le moral, c'est au lever, en fait. C'est quand je me réveille. Oui. Et je crois que c'est assez classique, hein, dans la dépression, c'est d'être mieux le soir que le matin. Disons que toute l'agitation autour de soi, ça ramène à la vie. Et du coup, quand tu te réveilles, t'es tout seul dans ton lit, t'es dans le noir. Et du coup, ça demande un effort monumental de se dire, je vais me lever, je vais démarrer une journée, alors que souvent je disais, en fait, j'ai pas de projet. Parce que c'est un truc aussi, ça, la dépression, ça empêche de faire des projets. Parce qu'on se sent tellement mal qu'on n'a pas envie, en fait. On a envie de rien. Mais même un projet à 1 mois, c'est compliqué. Alors un projet à 6 mois, c'est inenvisageable. Un projet, tout ce qui est projet de long terme, dans mon imaginaire, c'est des choses que je voulais faire, mais que je me sentais absolument incapable de mettre en route, type, je sais pas, un achat immobilier ou même avoir un enfant. Enfin, c'est des choses qui sont où tu te dis, t'es déjà pas capable de t'occuper de toi-même. Comment veux-tu faire des choses qui sont très impliquantes, en fait? C'est pas possible, quoi. Et du coup, ouais, les moments comme ça où donc c'était surtout les matins, là, j'imaginais des façons de faire. Voilà, là, j'avais vraiment les images et c'était le fait que mon ex vienne me voir. Qui te sortait de ta torpeur. Voilà, que j'aurais pas pu faire devant lui, de toute façon. Donc, en fait, j'imaginais à quel moment j'allais pouvoir le faire. Donc là, ça devient très clair à ce moment-là. Ouais. Et il y a eu des moments comme ça, donc même bien avant 2019, je pense que ça devait être 2017, ou des périodes où j'étais pas bien et où j'avais des idées suicidaires, j'en ai eu. Et donc ça remontait quand même depuis plusieurs années. Ouais, c'est un truc qui était latent et où je mettais sous le tapis, ça allait mieux. Et puis j'étais heureuse du coup. Je me disais c'est cool, c'est bon, je suis guérie. À chaque fois, je me disais ça en fait. Enfin, je sais pas si je me disais que j'étais guérie, parce que je pense que j'avais pas tellement conscience que je savais pas vraiment ce qui se passait. Et à ce moment-là, tu vois un psychiatre? Il y a eu une période, je pense que c'était 2017 ou 2018, je me souviens plus, où j'avais vu une psychiatre suite au test justement que j'avais fait sur Google. Et puis je me sentais tellement mal. Et ma mère aussi, elle m'avait dit, mais tu sais, alors elle avait pas prononcé le mot psy,
Mais elle m'avait dit, parce qu'elle m'avait posé quelques questions, elle m'avait dit: «Mais si tu dors pas et tout, faut que tu ailles voir un médecin». Oui. Et en fait, mon médecin était pas du tout à l'écoute, donc j'avais pas été, je me sentais pas d'aller le voir, en fait. C'est ça le problème aussi, c'est qu'on n'a pas toujours, Le bon interlocuteur, oui. voilà, quelqu'un d'accessible facilement. Vous venez d'écouter la partie 1 de l'épisode 42 de Veto Micro. L'histoire de Delphine mérite qu'on y passe du temps pour comprendre ce qui se joue lors d'un burn-out et d'une tentative de suicide. Nous avons donc divisé l'épisode en 2 parties et vous pourrez écouter la fin de ce retour d'expérience vendredi prochain. D'ici là, parce que cette phrase prend tout son sens à la lueur de ce qu'on vient d'entendre, prenez soin de vous. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à vos collègues, à tous les vétérinaires que ça peut intéresser et ou à lui laisser 5 étoiles. Ça aide vraiment ce podcast à se faire connaître et à se développer. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée et surtout prenez soin de vous, de votre famille, de vos collègues et de vos patients.